deuxième volet pour leur laisser la parole à notre intervenant. C'est la participation à l'événement pareil. Un homme qui ne participe ni à une conférence, ni à un club de lecture, ni à un séminaire, ni une lecture personnelle, est appelé à disparaître. Ah, vous êtes appelé à disparaître. Vous voulez être meilleur dans votre domaine. Le livre devrait être votre manger quotidien. Ce que nous mangeons pour le ventre, ça aide encore à créer même plus de maladies, tout ça. Parce qu'on n'arrive même pas à contrôler ce que nous mangeons. Mais tout ce que vous introduisez dans nos cerveaux, ça vous aide à grandir. Quelqu'un qui lit n'a même pas besoin qu'on puisse l'avertir à 72 heures, à 48 heures, et demain il va prendre la parole. Non. Un bon lecteur, à tout moment, on vous tend au micro, sur n'importe quel sujet, vous avez quelque chose à dire. Vous avez toujours quelque chose à dire. Ça, c'est le pouvoir de la lecture. Si vous êtes arrivé ici, notre activité principale, c'est d'abord celle-là, et ensuite le développement personnel s'ensuit, et la vie quotidienne elle-même. La méchanceté ne vous aide pas à prospérer. Impossible. On ne peut pas regarder son prochain de manière méchante. Ça brûle en nous parce qu'il a cette amertume-là. Ça va nous conduire que dans l'abîme. Cherchez tous les pauvres. Le cœur raciste, ça pouvait s'afficher à l'écran. Vous allez dire, ah non, vous êtes d'accord. Vous seriez d'accord pour ce qu'ils subissent. Les hommes d'affaires, les businessmen, pour eux c'est clair. On voit l'être humain. On ne cherche ni à savoir sa couleur de peau, son ethnie, sa religion, non. On regarde simplement l'être humain. Donc, à ce niveau, vous devrez comprendre pourquoi les riches avancent et les pauvres ne font que s'enfoncer. Là où vous mettez plus du temps à réfléchir, mais c'est là-bas que vous auriez aussi l'opportunité, même qu'elle soit négative. Vous ne pouvez pas parler de la négativité et quelque part avoir de la positivité. Ça ne marche pas. Jamais. Quand vous vous trouvez, approchez-vous plutôt des hommes qui ont une longueur d'avance sur vous. J'aime bien. C'est le slogan de Marcel Menkam. Si vous voyez tous ces messages, en bas, c'est écrit quoi? Longueur d'avance. Toute personne qui a une longueur d'avance sur vous, approchez-vous de cette personne pour chercher à savoir qu'est-ce que la personne a fait pour arriver à ce niveau. Ne restez pas juste à côté. Non, les riches sont des méchants, c'est des criminels, c'est eux, à cause d'eux que le monde fait quoi? Non. Cherchez simplement à savoir qu'est-ce que cette personne a pu faire pour être à ce niveau. Et si vous êtes dans un milieu, si c'est vous qui avez plus de moyens, c'est pas un milieu favorable pour vous. Vous allez croire que vous êtes arrivé. Cherchez le milieu que vous seriez toujours effrayé et vous allez vous rendre compte que vous êtes rien. Ça vous pousse davantage à augmenter vos capacités. Raison pour laquelle vos cercles d'amis, vous devrez aussi les revoir. Approchez-vous de personnes qui ont une longueur d'avance sur vous. C'est bon? Et retenez aussi que le matériel ne peut jamais être au-dessus de l'être humain. Ça, je veux toucher directement le côté social et c'est ce que nous vivons au quotidien, surtout pendant cette période. En sortant, vous avez affaire à des flaques d'eau partout. Même si vous êtes en engin à 4 roues ou à 2 roues, évitez
de négliger les autres en jetant de l'eau sur un passant. Ça, ne le faites pas. Même si vous avez la dernière marque de la voiture, calmez-vous. S'il y a quelqu'un qui est à pied, vous savez consciemment qu'en rentrant au même moment, l'eau là va toucher cette personne, freinez, laissez la personne traverser et calmement vous allez suivre. Le fait que la personne vous avez accordé de la valeur, vous ne savez pas quelle énergie positive cette personne dégage pour vous. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais simplement parce que vous avez ce moyen, vous rentrez, vous arrosez tout le monde. Vous récoltez aussi toutes ces colères. N'oubliez pas que ces êtres humains ont en eux Dieu. Dieu habite en chacun de nous. C'est parce que les gens ignorent qu'il habite en eux, qu'ils sont en train de subir du n'importe quoi. Sinon, s'ils sont conscients et tout, ils doivent activer, ils vont faire des choses. Puisque lui, il est créateur, vous devrez aussi créer. Vous ne devrez pas subir. Donc, dans la vie sociale aussi, faites très très attention. J'aime rappeler à des personnes, quand vous auriez les moyens, il faudrait que l'argent soit utile. Considérez que l'argent, c'est une substance qui sert à faire du bien. Vous entrez en pharmacie, vous avez une personne qui arrive. Vous voyez comment la frustration en cette personne. La personne est malade. Ou bien elle est venue parce que c'est son enfant, c'est un de ses parents en tout cas. Il vient, il présente l'ordonnance que le médecin a donnée. Le médecin, il écrit le nom du produit. Le coût, ça lui dit absolument rien. Vous allez acheter où? Ça, c'est votre affaire. Mais quand il tend au pharmacien, et que le gars, son économie même, c'est 3 000, on lui dit que non, le produit, c'est 9 000, sinon, voire 15 000. Le gars qui est à la caisse ne pourra lui rendre que son ordonnance s'il n'a pas l'argent. Mais vous qui avez ce moyen, au même moment que lui, devant la caisse, quelle devrait être alors votre attitude? Montrez-vous que vous êtes humain. La personne est en train de faire demi-tour. Dites simplement au caissier que non, c'est bon. Donnez-lui le produit. Vous ajoutez cela dans ma facture. Ça vous coûtera rien. Vous savez sauver une vie. Et vous ne savez pas la considération, c'est quel fardeau vous avez soulevé sur cette personne pour déposer. C'est en ce moment que être riche a sa raison d'être. C'est en ce moment. Mais sinon, si c'est juste pour me montrer que non, bon, c'est moi qui ai la dernière voiture, c'est moi qui ai les beaux habits, non, tout ça, c'est pas le pourquoi en fait, d'être riche. C'est pourquoi, dans vos objectifs, quand vous les fixez, cherchez le pourquoi. Le comment, laissez ça à l'univers, laissez ça à Dieu. Mais le pourquoi. Vous comprenez? Et c'est en résolvant le problème des gens, la conséquence devient la richesse pour les êtres humains. Je vous remercie. Merci coach, merci pour l'intervention. On va encore acclamer une fois. Wow. Donc moi, j'ai retenu au moins une chose. L'âme est sacrée pour le pays. La viande et le couteau, c'est entre tes mains. C'est à toi de faire ce que tu veux. Je cite aussi Maxime Victor qui dit, si on donne le couteau à un cuisinier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire un bon plat. Mais si on remet ce même couteau à un criminel, il va aller commettre des crimes. Vous comprenez? Merci beaucoup, coach. Nous allons avancer. Nous allons inviter ici le leader Arsène pour commencer avec le résumé en question. Lumière. Ça va. Ok, bonsoir à tous. Nous allons commencer le résumé pour l'aider. Donc, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Merci. Voilà, aujourd'hui, le programme, c'est Je suis content. C'est une série de livres du même auteur, Ricardo Kanema. Nous sommes dans son 3e livre. Nous avons commencé avec la chef de ma mère, ensuite, est-ce qu'on peut...
Ok. C'est bon? Derrière? Ok. Voilà, donc, troisième livre, nous allons entrer rapidement. Une petite biographie de l'auteur. Ricardo Kanyema, un entrepreneur, coach et auteur, et conférencier international d'origine congolaise et angolaise. Issu d'une famille modeste, il a grandi dans un contexte difficile après le décès de son père. Sa mère, refusant de vendre une chèvre reçue en héritage, a préféré d'élever pour en tirer profit, illustrant ainsi une gestion financière avisée. Cet exemple l'a inspiré à investir dans l'élevage des chèvres, une décision qui a marqué le début de son ascension vers la prospérité. À 28 ans, avec seulement $15 en poche, Ricardo a appliqué les principes d'épargne et d'investissement qu'il avait observés dans son enfance. En économisant une grande partie de ses revenus, il a pu constituer un capital de départ et se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette stratégie lui a permis de devenir millionnaire à 35 ans. Passionné par l'éducation financière, il est l'auteur du best-seller La chèvre de ma mère, dans lequel il partage son parcours et ses enseignements sur la gestion financière. Il est également le président de l'International Success Training Center et intervient régulièrement lors de conférences et séminaires pour promouvoir la culture de la richesse en Afrique. Ricardo Kanyema est reconnu comme une référence en matière de finances personnelles en Afrique, inspirant de nombreux jeunes à prendre en main leur avenir financier. Voilà, donc nous allons entrer en introduction très rapidement. Dans l'introduction, Ricardo Kanyema pose d'emblée le problème central, la pauvreté. Elle est décrite comme un véritable fléau moderne qui tourmente les sociétés, qu'elle se manifeste par le chômage ou par des salariés sous-payés. Pour lui, cette situation ressemble à une épidémie destructrice qui ronge la dignité et les perspectives de millions de personnes. Pourtant, après des années de conférences et d'accompagnement à travers le monde, l'auteur constate un paradoxe. Alors qu'une minorité de personnes est motivée à chercher la richesse et l'indépendance financière, une majorité demeure indifférente. Beaucoup pensent que le fait d'avoir un emploi stable les met à l'abri, et donc qu'ils ne sont pas concernés par la quête de liberté financière. Cette croyance, selon Kanyema, est une illusion dangereuse. Il illustre ce point par une anecdote vécue à Paris. Un Africain gagnant environ $3 500 par mois lui confie qu'il n'avait aucune envie de devenir riche. C'est alors que l'auteur explique ses motivations profondes à viser la richesse. Ce témoignage transforme son interlocuteur qui comprit qu'il s'était longtemps trompé en se contentant d'une fausse stabilité. Donc, Kanyema affirme que ce qui manque le plus, ce n'est pas la capacité de devenir riche, mais que chacun possède, mais la prise de conscience et la motivation profonde. Sans une raison forte, les individus se renseignent à vivre dans une médiocrité confortable, prisonniers d'un système économique qui les maintient dépendants. L'introduction précise aussi les publics visés, notamment ceux qui pensent que leur stabilité financière est suffisante et qui ne voient pas d'intérêt de chercher la liberté. Ceux qui travaillent dur mais sans indépendance. Les Africains en particulier, formés presque exclusivement à chercher un emploi, alors que leur destin collectif dépend de la capacité à aller au-delà de l'emploi et à créer la richesse. Enfin, Kanyema explique la genèse de ce livre. Il est né de l'impact de l'histoire de Kunta Kinte, ces jeunes Africains réduits en esclaves, dont le combat pour la liberté a bouleversé l'auteur à l'âge de 22 ans. Cette histoire l'a révélé en lui révélant qu'il vivait une forme d'esclavage moderne, l'esclavage économique. Depuis, il voit dans chaque chômeur, employé sous-payé ou même cadre bien rémunéré, mais dépendant de son salaire, un quota inconscient de sa condition. Ainsi, l'introduction établit le fil conducteur du livre. De la même manière que Kunta Kinte s'est battu pour briser ses chaînes, chacun doit aujourd'hui lutter pour se libérer de la pauvreté et de la dépendance économique. La richesse n'est pas un luxe, mais une condition de liberté et de la dignité. Et donc nous entrons à la première partie. Le livre a 11 parties. La première partie s'intitule « Je suis Kunta Kinte ». Donc l'histoire de Kunta Kinte.
Ricardo commence par raconter l'histoire de Kunta Kinte, ces jeunes Africains capturés en Gambie et vendus comme esclaves en Amérique. Il découvre son récit dans la série Racine et dans le livre d'Alex Havre. Kunta symbolise l'homme né libre mais brutalement réduit en esclave. À travers lui, l'auteur met en lumière la brutalité de la traite négrière. Chaînes, fouets, viols, humiliation, vente aux enchères. Kunta incarne la révolution, la révolte et la résistance. Contrairement aux esclaves nés en captivité, comme son compagnon, violent, docile et résigné, Kunta lutte de toutes ses forces pour rester fidèle à son identité et chercher la liberté. Même au prix de la souffrance, il ira jusqu'à subir l'amputation d'un pied pour l'empêcher de fuir. Il ne ronge jamais à son destin de libération. Pour Ricardo, cette histoire est une métaphore de la pauvreté moderne. Aujourd'hui, les chaînes ne sont plus visibles, elles sont mentales et économiques. Le travail salarié, le chômage ou la dépendance au système économique deviennent une forme d'esclavage invisible. Beaucoup ressemblent à violents, inconscients de leurs conditions, persuadés que c'est la volonté de Dieu ou le destin. Mais quelques-uns, comme Kunta, refusent ce sort et se battent pour briser ces chaînes. Comment ce film a transformé l'auteur? Donc, à 22 ans, l'auteur découvre Racine et en ressort bouleversé. Sa première réaction est la colère contre les Blancs, puis une réflexion profonde. Sommes-nous vraiment libres aujourd'hui? Quand il observe le chômage massif, les travailleurs sous-payés, les diplômés devenus éternels chercheurs d'emploi, il réalise que la pauvreté est une forme d'esclavage économique. Il fait le lien entre les enfants des élites africains, scolarisés dans les meilleures écoles, mais qui finissent comme de simples employés incapables de construire une vraie richesse. Cela lui révèle une vérité tragique. Un pauvre est un esclave moderne. Son premier emploi, $15 par mois, confirme cette intuition. Il est prisonnier d'un cycle sans liberté, exactement comme Kunta. Plus tard, même lorsqu'il décroche un poste bien rémunéré, c'est-à-dire $3,500 par mois, il se rend compte que ce n'est qu'une cage dorée. Ses collègues, après 20 ans de carrière, n'ont accumulé qu'une maison et une voiture sans capital, sans vraie indépendance. La peur de perdre leur emploi leur maintient dans la servitude. Conscient de cette impasse, Ricardo choisit l'entrepreneuriat, épargne rigoureusement et en quelques années atteint l'indépendance financière. Donc, les leçons essentielles ici, c'est le combat de Kunta Kinte lui enseigne que la pauvreté est une capacité moderne. La liberté financière doit être un objectif vital au même titre que la liberté physique autrefois. L'indifférence et la résignation, donc l'esprit de violon ici, sont les pires ennemis. La lecture est une arme libératrice. Comme les maîtres interdisaient aux esclaves d'apprendre à lire, aujourd'hui encore l'ignorance condamne à la pauvreté. Voilà. Nous allons passer à la deuxième partie qui s'intitule « Je suis conscient du combat ». Dans cette partie, Ricardo introduit les niveaux de conscience face à la pauvreté et à l'argent, c'est-à-dire les violents, donc les pauvres inconscients. Ce sont ceux qui, comme violents, ignorent leur esclavage économique, nés dans un système d'emploi et de dépendance. Ils considèrent cela comme naturel. Ils croient que Dieu a voulu leur sort. Leur mentalité est façonnée par un héritage culturel d'acceptation. L'auteur illustre cela par la fable de la grenouille. Plongée dans un eau chauffée, progressivement, elle s'habitue et finit par mourir sans réagir. De la même manière, les Africains ont été lentement conditionnés à croire que l'emploi est la voie normale, alors qu'il ne conduit qu'à une dépendance déguisée. Ensuite, on a les Kunta, c'est-à-dire les pauvres conscients. À l'inverse, les Kunta sont ceux qui prennent conscience qu'ils vivent dans une captivité économique. Ils savent que la liberté a un prix et sont prêts à chercher des alternatives. Même s'ils sont encore pauvres, leur prise de conscience est une victoire décisive. C'est l'étape où l'on cherche activement à épargner, investir, lire, se former. L'auteur raconte son propre cheminement, mais aussi des exemples comme Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, qui a choisi de rompre avec le destin de ses parents salariés. Les riches, descendants de comptes à livres. Enfin, les riches sont ceux qui possèdent
un patrimoine et une indépendance financière. Ce sont ceux qui construisent une entreprise, une ferme, un troupeau, un capital transmissible. Comme les ancêtres africains propriétaires de terres et de bétail, ils travaillent pour eux-mêmes et lèguent une liberté réelle à leurs enfants. L'enseignement principal de cette partie est clair. Le problème n'est pas l'emploi en soi, mais le fait de ne pas l'utiliser comme tremplin vers la liberté. L'emploi doit être un moyen temporaire, pas une prison à vie. La lecture, encore une fois, est présentée comme la clé qui ouvre les chaînes invisibles. La lecture et la lecture. Troisième partie, maintenant, qui s'intitule « Je dois acheter ma liberté ». Je ne sais pas s'il y a des interventions ou bien continue. Okay. Donc, après avoir pris conscience de l'esclavage moderne, l'auteur aborde la question cruciale. Comment s'en libérer? Il utilise l'analogie des esclaves à qui l'on offrait la possibilité d'acheter leur liberté, même si cela paraissait presque impossible, puisqu'ils gagnaient si peu. Certains y parvenaient par l'épargne et le sacrifice. Donc, Ricardo transporte cette logique au monde moderne. Nous devons acheter nos libertés financières en épargnant et en investissant. Il introduit ici le fameux principe de la chèvre de sa mère. Sa mère veuve, sans ressources, a réussi à élever ses enfants en gardant une chèvre précieusement, malgré la tentation de la vendre pour des besoins immédiats. Grâce à sa persévérance, cette chèvre est devenue un troupeau et a assuré la survie de la famille. Pour l'auteur, c'est une leçon universelle. L'épargne et la patience sont la clé de la liberté. Il propose un processus en étapes simples mais exigeantes. Première étape, prendre conscience de la captivité économique. Après ça, décider d'épargner au moins 10% de ses revenus, peu importe le salaire. Troisième étape, réduire ses dépenses et consommer intelligemment. Quatrième étape, créer des revenus alternatifs, c'est-à-dire des petites affaires, des ressources passives. Maintenant, cinquième étape, quand l'épargne devient substantielle, investir dans une vraie affaire. Et enfin, sixième étape, quand cette affaire rapporte autant que le salaire, quitter l'emploi et s'y consacrer. Donc, un processus graduel, ça ne veut pas dire qu'il faudrait que vous quittez votre emploi et que vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, éduquer ses enfants pour transmettre cette liberté. Il insiste, l'épargne n'est pas une option, mais un sacrifice nécessaire pour acheter sa liberté. Choisir de tout consommer aujourd'hui, c'est condamner ses enfants à l'esclavage moderne. Choisir d'épargner et d'investir, c'est se libérer et ouvrir la voie à la prospérité. La conclusion de cette partie est puissante. La liberté a un prix. Et ce prix, c'est l'effort d'épargner, de différer la gratification immédiate, de prendre des risques calculés et d'investir dans la construction d'un patrimoine. Nous entrons à la quatrième partie. Je consomme de façon intelligente. Voilà. Ici, l'auteur met en lumière un principe essentiel de la liberté financière. Apprendre à consommer intelligemment. Défendre sa liberté, à l'image de Kunta Kinte, suppose d'adopter une discipline rigoureuse dans la gestion de ses revenus. L'auteur insiste sur un premier principe de base. Ne jamais dépenser tout ce que l'on gagne, aussi faible que soit le revenu. Le second principe consiste à réduire volontairement ses dépenses afin d'augmenter sa capacité d'épargne, car plus l'épargne est importante, plus vite on progresse vers l'indépendance financière. Donc, consommer intelligemment signifie avant tout savoir distinguer le nécessaire de l'accessoire. Ricardo illustre cette idée par une parabole frappante. Si on présente $10,000 et un régime de bananes à un singe, il choisira les bananes. Non parce qu'elles ont plus de valeur, mais parce qu'elles représentent une satisfaction immédiate. De même, un enfant préférera un jouet brillant à une somme d'argent dont il ignore la valeur. L'auteur explique que beaucoup d'adultes adoptent les mêmes réflexes, privilégiant la gratification immédiate au détriment des décisions financières rationnelles. Ce manque d'intelligence financière est, selon lui, l'une des principales raisons qui maintiennent les populations dans la pauvreté. Ricardo donne plusieurs exemples personnels pour illustrer la consommation intelligente. Lorsqu'il s'est marié, au lieu de louer une belle maison qui aurait absorbé ses revenus, il a choisi de vivre dans une chambre derrière sa boutique pour réduire ses charges et investir davantage.
Plus tard, alors que son entreprise générait déjà plus de 10 000 $ par mois, il continua de vivre simplement, utilisant les transports en commun et achetant une voiture de seconde main au lieu d'un modèle de luxe. Ces sacrifices temporaires, bien qu'incompris et parfois moqués par son entourage, ont constitué les fondations solides de sa réussite financière. La consommation intelligente repose sur la capacité de différer un plaisir immédiat pour garantir un bénéfice futur beaucoup plus grand. Elle implique de renoncer à des dépenses ostentatoires, comme les téléphones de luxe ou les voitures achetées à crédit au profit d'investissements durables, comme les livres ou les affaires. Pour l'auteur, c'est un état d'esprit qui exige de sacrifier un peu d'orgueil et de statut social apparent afin de bâtir une liberté réelle. Car si au début ces sacrifices paraissent durs, ils ouvrent ensuite la voie à une véritable prospérité. Alors que ceux qui ont cherché à paraître riches trop tôt finissent souvent écrasés par les dettes. Enfin, Ricardo élargit sa réflexion à une dimension collective. L'Afrique, dit-il, est perçue par les investisseurs du monde entier comme un continent de consommateurs. Les multinationales du divertissement peuvent y réaliser des centaines de millions de dollars chaque année, simplement parce que les populations privilégient la dépense immédiate à l'investissement productif. Or, pour sortir de ce cycle de pauvreté, il est urgent que les Africains et les pauvres en général apprennent à équilibrer consommation et investissement. C'est selon lui la seule voie vers une véritable libération économique et financière. Je pense que oui, on s'arrête là. Il y a peut-être une petite erreur de ma part. Voilà. Donc, nous allons passer à la 6e partie qui s'intitule Je crée d'autres sources de revenus. Dans cette section, Ricardo Kanyama insiste sur le rôle central de l'investissement pour atteindre la liberté financière et devenir maître de sa vie. Il explique que dans le monde moderne, la liberté ne vient pas de l'emploi d'un emploi, mais de la capacité à investir intelligemment dans des projets rentables, qu'il s'agisse de capital financier, d'immobilier, de commerce ou d'usines. Sans investissement, l'individu reste dépendant et vulnérable, semblable à un esclave dans une prison mentale transgénérationnelle. L'auteur fait un parallèle avec le monde de vie des ancêtres africains, où l'apprentissage de l'investissement commençait dès l'enfance. Les enfants observaient les adultes travailler et progressivement participaient aux tâches agricoles, apprenant ainsi à multiplier le capital à travers la culture et l'élevage. Cette éducation pratique permettait à un jeune, dès l'adolescence, de comprendre et de maîtriser les principes de l'investissement. Il critique ensuite l'éducation moderne qui forme les jeunes uniquement à chercher un emploi, les rendant ignorants de l'investissement et dépendants des structures extérieures pour réussir. Cette formation limite leur compréhension de la richesse et de la liberté, car elle valorise le travail salarié au lieu de la création de valeur par l'investissement. L'exemple d'une veuve ayant élevé ses enfants grâce à un petit commerce illustre ce point. Malgré les efforts de leur mère, ces enfants restent centrés sur l'emploi et ignorent la valeur de l'entrepreneuriat. Première étape pour devenir maître, c'est-à-dire apprendre à investir. Donc, pendant la phase de bail, il est essentiel d'apprendre et de se former sur les investissements en parallèle. Il recommande de se poser des questions concrètes. Que ferais-je et dans quoi investirais-je si j'avais un capital? Ensuite, l'apprentissage doit se faire sur la durée, environ 2 ans, en cherchant la meilleure opportunité et en augmentant ses connaissances sur les affaires. Il insiste sur le principe de rêver grand, mais commencer petit, illustré par le cas d'Amazon qui a débuté comme un petit site avant de devenir un empire, je m'excuse. Ensuite, investissement stratégique pour petit capital. Si le capital est limité, privilégier les projets demandant peu d'argent et nécessitant ingéniosité et idée. Les ressources d'un pauvre ne sont pas seulement financières. Il y a aussi le temps, il y a l'innovation, il y a l'énergie, il y a les idées, et les idées. Cela constitue les véritables richesses pour créer et multiplier le capital.
Le défi des pauvres est le manque de capital initial, mais leur chance est de pouvoir apprendre à transformer d'autres formes de richesse en opportunités financières. Donc, en résumé pour cette partie, la maîtrise financière et la liberté viennent de l'apprentissage de l'investissement, de la capacité à multiplier un capital et de la persévérance pour saisir les opportunités, même en partant de peu. Voilà. La sixième partie, je prépare qui ça s'intitule. Ok, ici, Kanyema aborde une question capitale, la préparation des enfants à la liberté financière. Comme Kotakite, qui, malgré sa captivité, a tenu à transmettre sa dignité et son esprit de résistance à sa fille Kizi, doit préparer ses enfants à ne pas retomber dans l'esclavage économique. L'auteur critique d'abord le système scolaire officiel. Selon lui, l'école n'est pas conçue pour enseigner la richesse, mais pour préparer les enfants à devenir de bons employés, c'est-à-dire à travailler pour de l'argent. Même si un enfant de pauvre est plus intelligent qu'un enfant de riche, le second restera riche parce que l'éducation financière se transmet dans la famille et non à l'école. Les riches enseignent à leurs enfants, dès le plus jeune âge, les principes de l'épargne, de l'investissement et de la rentabilité. Ils les enseignent, ils les intègrent aussi dans les réseaux solides et les lèguent un patrimoine déjà opérationnel. Le problème de l'enfant, le pauvre, est qu'il doit toujours commencer à zéro, sans héritage ni réseau. C'est un lot des avantages. Pour briser ce cycle, Ricardo appelle chaque parent à initier tous ses enfants à la gestion des affaires et à les transmettre un patrimoine solide. Car, souligne-t-il, on ne lègue pas un emploi à ses enfants, mais on peut les léguer des structures et une mentalité entrepreneuriale. Il met en garde. Si les enfants ne sont pas préparés, ils risquent de dilapider rapidement l'héritage familial. Il en donne deux exemples personnels observés. Son propre père, qui avait laissé un immense patrimoine de troupeaux et de plantations, après sa mort, la succession transmise à des cousins mal préparés, puis détruits par de mauvaises décisions et un manque de gestion. Et peu de temps, troupeaux et plantations disparus. Le cas d'une riche famille urbaine, dont le père avait bâti sa fortune sur des plantations rurales. Ses enfants éduqués dans le luxe des villes et à l'étranger n'ont jamais été initiés au travail de la terre. Une fois héritiers, ils ont préféré la facilité et la gestion de loin. Résultat, les plantations sont dépéries, la famille s'est appauvrie et n'a conservé que quelques biens immobiliers. Ces histoires soulignent que la richesse sans préparation conduit à la ruine. L'auteur en conclut que, comme dans l'Afrique traditionnelle où les enfants participent très tôt à la gestion des chiens et du bétail, il faut aujourd'hui initier les enfants aux affaires et à l'esprit d'entrepreneuriat. Des livres adaptés existent pour les éduquer à l'économie et aux investissements. Mais la clé reste la responsabilité parentale. Ne pas attendre que l'école le fasse, car l'école apprend à gérer le troupeau de l'autrui, tandis que la maison doit enseigner comment bâtir et gérer son propre troupeau. En préparant Kizi, c'est-à-dire les générations futures, chaque parent devient un véritable libérateur. Il ne suffit pas de s'enrichir soi-même. Il faut transmettre des valeurs, des compétences et un héritage durable qui mettra les enfants à l'abri de l'esclavage économique. Voilà. Une intervention? On continue? Oui, à ce niveau. Peut-être qu'on prend le vieux. Ok. D'accord. Huitième partie, l'état d'esprit fait la différence. C'est l'intitulé de cette partie. Ici, Ricardo affirme que la clé de la liberté financière n'est pas l'argent, mais l'état d'esprit. L'esprit des pauvres, façonné par des fausses croyances, la sécurité c'est l'emploi par exemple, agit comme une prison qui empêche toute progression. Il illustre avec l'histoire de Victor Sherbrooke, traité de cancre par son instituteur. Il crut à cette étiquette et vécut dans la médiocrité. Mais après un test révélant son intelligence exceptionnelle, il changea de perception, réalisa son potentiel et devint un homme d'affaires accompli. Moralité. Croire au mensonge limite la vie, mais un état d'esprit juste libère. Pour Ricardo, l'état d'esprit de Kunta est celui d'une urgence vitale.
chercher la liberté financière comme une question de vie ou de mort. Il le compare au chat qui court pour sauver sa vie, contrairement au chien qui court pour le plaisir et abandonne. De même, ceux qui gardent une porte de sortie échouent, tandis que ceux qui s'engagent totalement réussissent. Il partage son propre exemple. Après avoir quitté un emploi très bien payé, il travailla à son business avec discipline et intensité jusqu'à générer $30,000 par mois en moins d'1 an. Ce succès, dit-il, est né de son état d'esprit déterminé qui a mobilisé son subconscient pour créer des solutions. Enfin, il recommande de bâtir consciemment un état d'esprit de succès par la lecture, l'autosuggestion et le développement personnel, notamment avec le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui l'a aidé à transformer ses peurs en foi et sa timidité en courage. En conclusion, pour cette partie, Ricardo souligne que tout changement durable commence dans l'esprit. Adopter l'état d'esprit de Kunta, c'est refuser les excuses, bannir la peur et s'engager sans retour possible vers la liberté financière. Celui qui change sa manière de penser change sa destinée. 9e partie. Je refuse d'être un mouton de panier. Okay? Ricardo dénonce ici le moutonisme. Cette tendance de masse à suivre aveuglément un modèle de vie sans se poser de questions. Il illustre ce phénomène par l'histoire des moutons de Panurge. Entraîné par l'exemple d'un seul, tout un troupeau se jeta à la mer, serrant sa perte. Pour l'auteur, cette image reflète parfaitement le comportement économique des millions de personnes aujourd'hui. Beaucoup acceptent passivement un mode de vie fondé sur l'école, le diplôme et ensuite l'emploi, comme si c'était la seule voie possible. Or, la réalité prouve que ces chemins mènent de plus en plus vers le chômage, les salaires insuffisants et des retraites précaires. Pourtant, parents et enfants continuent d'alimenter ce cycle sans jamais remettre en question son efficacité. C'est la stratégie de la nuit ébouillantée. Voilà, ébouillantée. Une lente résignation collective qui conduit à la pauvreté. Ce modernisme se traduit par 3 attitudes. Première attitude, les éternels chercheurs d'emploi, incapables d'imaginer la voie de l'entrepreneuriat. Voilà, 3e attitude, les salariés qui se croient en sécurité sans préparer leur avenir financier. Et 3e attitude, les familles qui perpétuent l'illusion que l'école seule garantit la réussite. Mais Ricardo appelle à un sursaut. Il ne s'agit pas de rejeter toute influence, mais de choisir un moutonisme positif, c'est-à-dire sur l'exemple de ceux qui rompent avec le troupeau, adoptent les méthodes ancestrales de production, créent leur propre richesse et deviennent financièrement libres. Il rappelle que, tout comme au temps de l'esclavage, la majorité des captifs s'accommodaient de sa condition, mais que les figures comme Kotakute ont résisté. Aujourd'hui encore, il faut des hommes et des femmes capables de refuser la passivité et de tracer une autre vie. L'auteur conclut que le courage de se différencier est la condition de la réussite. Pour obtenir un avenir différent, il faut accepter de ne plus vivre comme tout le monde, même si cela paraît étrange ou difficile. La liberté financière commence par se refus d'être un mouton de Panurge. Avant-dernière partie, je dois continuer d'aller de l'avant. Dans cette partie, avant-dernière partie, je m'excuse, Ricardo Kahneman insiste sur une vérité simple mais puissante. Quoi qu'il arrive, il faut continuer d'avancer. Même si l'on ne peut pas voler, courir, marcher ou même ramper, l'essentiel est de ne jamais rester immobile. Il raconte son parcours pour illustrer cette philosophie. Parti de presque rien, c'est-à-dire $15 par mois. Il a avancé par petits pas, accumulant successivement 50, puis 400, puis 3500, puis 1500 et enfin $15,000 de capital. Ce progrès progressif lui a révélé que les seules vraies limites sont mentales. Pour appuyer son propos, il évoque le grand frère Roger Bannister, le Bannister, le premier athlète à courir 1,61 km en moins de 4 minutes, brisant une barrière impossible.
qui n'était qu'un mythe psychologique. Une fois la barrière franchie, d'autres l'ont fait, pour voir que les limites que l'on croit infranchissables existent surtout dans la tête. Il cite aussi les paroles de Marianne Williamson, qui rappelle que notre plus grande peur n'est pas l'échec, mais notre propre lumière, notre puissance illimitée. S'autoriser à briller, dit-elle, permet aussi aux autres d'en faire autant. Un autre exemple inspirant, c'est celui de Barack Obama. Malgré les humiliations raciales et les obstacles politiques, notamment après sa défaite en 2000 et l'effet du 11 septembre 2001 sur son nom, il n'abandonna pas. Sa persévérance l'amena jusqu'à la Maison Blanche en 2008, incarnant l'audace d'espérer et la force d'avancer, même quand tout semble perdu. Ricardo conclut que cette philosophie de Kunta, avancer coûte que coûte, même d'un centimètre, doit être le moteur de toute vie aspirant à la liberté financière. Lui-même en a fait une règle. C'est en espérant et en agissant qu'il est devenu millionnaire en 4 ans. Par ses livres, il appelle chacun à oser, espérer, persévérer et viser l'indépendance financière, malgré les traumatismes du passé et les limites imposées par la société. Voilà, la dernière partie, la puissance d'une idée positive. Dans cette petite partie, Ricardo Kahneman insiste sur la puissance transformatrice d'une idée positive. L'idée fondamentale défendue tout au long du livre est simple mais révolutionnaire. Si vous acceptez comme Kunta, quitte que votre vie doit être un combat pour la liberté, alors vous pouvez rompre avec vos chaînes, en particulier celle de la pauvreté et de la dépendance à l'emploi. Même si cette quête ne vous mène pas à devenir milliardaire, elle vous permettra d'atteindre un niveau de dépendance qui vous rend libre de vos choix et de votre destin. Il illustre ce principe à travers l'histoire de S.V. Fuller, racontée par Napoleon Hill et Clement Stone, issus d'une famille pauvre de Louisiane. Fuller fut marqué par les paroles de sa mère, qui lui inculqua une idée. La pauvreté n'était pas une fatalité imposée par Dieu, mais le résultat d'un manque de désir et de vision. Cette graine d'idée changea tout son destin, son avenir, je m'excuse. Persévérant dans la vente de savon, Fuller constitua un capital, racheta son fournisseur et devint un grand industriel. Cette trajectoire montre qu'une simple idée, croire que l'enrichissement est possible, peut déclencher une révolution intérieure et transformer radicalement une existence. Ricardo associe cette leçon à sa propre vie. Ce qui a fait la différence dans son parcours, ce n'est pas la chance, mais une idée née de la lecture. En fréquentant les écrits des grands penseurs, il a fini par croire qu'il pouvait lui aussi joindre leur rang. Il raconte que les idées sont des semences plantées dans l'esprit. Elles peuvent croître et devenir des arbres puissants qui nourrissent et protègent plusieurs générations. Une idée transmise à vos enfants, comme celle de la liberté financière, peut leur servir d'héritage plus précieux que la biens matériels. La partie se termine avec une allégorie forte du criquet messager. Enchaîné, Kunta Kinte confie à un criquet le soin de transmettre à l'Afrique son combat et son refus d'asservissement. Ce criquet traverse symboliquement les siècles et arrive dans l'Afrique moderne, où il décrit que l'esclavage n'a pas disparu, mais a pris une autre forme, le salariat, le chômage, la dépendance économique. L'homme moderne s'est vendu lui-même à de nouveaux maîtres, sans même avoir conscience de sa condition. Le criquet rappelle alors le cri de Kunta. Je dois me battre pour m'échapper de cette maison parce que je suis un vrai guerrier. Ce passage donne une dimension universelle au message. Le combat de Kunta Kinte n'est pas seulement celui des Africains réduits en esclaves autrefois, mais celui de toute l'humanité prisonnière des systèmes qui l'oppriment subtilement. La vraie libération commence par la conscience. Reconnaître que l'on est prisonnier d'un mode de vie imposé, puis choisir de s'en affranchir. L'auteur en appelle donc à une révolte constructive, individuelle et collective, pour que chaque lecteur refuse de rester passif et transmette cette idée de libération autour de lui. Enfin, Ricardo conclut en rappelant que la pauvreté est une forme d'esclavage
et que la richesse, comprise comme indépendance financière, est la voie de la liberté. Tout commence par une simple idée, comme une étincelle qui peut embrasser des générations entières. L'histoire de Fuller, l'exemple de Kunta et le message de Cricket viennent tous témoigner de cette vérité. Une idée positive, profondément intériorisée et mise en action peut transformer une vie et devenir une bénédiction pour l'humanité entière. Voilà. Donc, en conclusion, je suis content. Nous rappelle avec force que la liberté financière commence d'abord dans la tête. La pauvreté n'est pas une fatalité, mais une mentalité qu'il faut surmonter pour bâtir son autonomie. L'auteur met en lumière la valeur du travail acharné et des investissements avisés comme levier de dépendance économique. Son message vibrant nous incite à fixer des objectifs concrets, à agir avec détermination et à croire en notre potentiel. Tout comme Koda s'est battu pour sa liberté, nous pouvons aussi nous battre pour conquérir notre indépendance financière et écrire notre histoire de réussite. Merci pour votre aimable attention. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le leader Arsène pour cette brillante présentation? Non, je le sais encore. Alors, est-ce qu'on peut répéter? Je suis. Gratitude encore une fois de plus à Ricardo Kanyama. Alors, cet auteur, je le classe parmi l'un des meilleurs que l'Afrique ait connu. L'histoire de ce jeune, on n'a plus envie de parler de son parcours puisque nous sommes déjà à son 3e livre, a commencé par le livre Fétiche, œuvre de ma mère. Le second, Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel? Et aujourd'hui, nous sommes sur Je suis Kunta Kinte. L'histoire de Kunta Kinte, c'est cet esclave-là qui est conscient qu'il est esclave et qui luttait pour sa libération. Comme il a souligné dès le départ, cet esclave a été capturé dans la forêt en Zambie et ensuite a été transporté du continent africain jusqu'en Amérique. Sur 140, c'est à peine 88 qui sont arrivés en Amérique. Le reste était décédé en chemin. Et il a été vendu à un patron blanc aux États-Unis. Il n'était pas le tout premier esclave à être chez ses maîtres. Mais il y avait aussi d'autres esclaves. Mais la seule différence entre Kunta et les autres esclaves était que eux, ils sont nés esclaves. Donc, ils ignoraient que quelque part, il y avait ce qu'on appelait liberté. Parmi ceux-là, vous avez Violon, qui était désigné pour ramener l'esprit de Kunta à leur esprit, le rendre docile pour qu'il puisse accepter le traitement qu'on lui infligeait. Mais Kunta Kinte n'a jamais accepté cela. Quand il commençait à remettre en cause le traitement qui était réservé aux esclaves, ceux qui étaient déjà nés dans l'esclavage étaient étonnés. Il dit, mais toi tu veux quoi? Nous là, nous sommes nés comme ça. C'est Dieu qui a voulu, les blancs vont nous dominer, nous on est là, on doit faire, c'est ça, on accepte. Pourquoi tu veux pas accepter? Lui, il lui explique que non. Là où il a quitté, il avait une liberté. En Afrique, il ne subit pas ce qui se passe aujourd'hui. Il n'est pas prêt. Il dit que seul. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu risques même ta vie. Il a dit en tout cas, lui, il reste
le guerrier Kunta. Il n'accepte pas. La suite de l'événement, on prenait Kunta, on le chicotait devant tout le monde. Le premier problème, c'était d'abord le nom qu'on lui a donné à l'arrivée. On ne voulait même pas l'appeler Kunta, on a donné un surnom, Topi, qui n'a pas accepté. Il tentait de se libérer en voulant fuir. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils l'ont enchaîné. Il a été enchaîné. Et à chaque fois où il part, il revient, il est toujours enchaîné. Il cherchait un moyen pour pouvoir casser la chaîne et fuir. C'était difficile. Pendant ses travaux dans les champs, il a pu trouver un métal et le soir, il a osé briser la chaîne. Mais son compagnon de tout le temps, c'est Violon. Il dit à Violon qu'enfin j'ai réussi à casser aujourd'hui ma chaîne. Il dit, mais c'est un grand risque que tu prends. Il a décidé de s'enfuir. C'est là où la scène va être horrible. Cette fois-ci, quand on l'a rattrapé, ils ont décidé, en l'amputant carrément une jambe. Et ce n'est pas aujourd'hui avec les moyens, le médecin est là, il va nous témoigner. Il n'y a pas d'anesthésie, rien. Ça a été coupé comme si les charcutiers font avec la viande dans les abattoirs. Malgré ça, lui il dit qu'il est né libre. Il ne peut pas être esclave. Et l'inspiration qui est arrivée à Ricardo Kanyama, c'est qu'à l'époque où sa maman, qui était aussi dans la même philosophie, lui a dit pour devenir riche et être grand dans ce monde, il faut aller à l'école. Il avait quitté le village pour Kinshasa. Après l'obtention de son bac, il se trouve à l'université. Et au niveau de l'université, tous les week-ends, il se retrouvait avec les autres jeunes africains, des blancs, pour suivre des films. Pendant ce temps, Ricardo Kanyama avait 22 ans. Et les nationalités citées, vous avez aussi des amis tchadiens qui étaient avec Ricardo Kanyama et bien d'autres nationalités. Et à la fin, sinon à moitié du film, il y avait des gens qui ont versé de larmes, mais lui, il était révolté. Il a commencé à poser des questions à des blancs qui étaient là avec eux. Mais c'est ce film-là qui a tourné la tête de Ricardo Kanyama. Il dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme des violons. Ils ont accepté de subir. Pour lui, l'esclavage est certes aboli avec la lutte de Martin Luther King et autres, mais est-ce que nous sommes vraiment libérés? Il dit, l'esclavage aujourd'hui s'est encore métamorphosé dans ce monde et il n'y a pas de chaînes qui sont visibles, mais ces chaînes sont maintenant mentales. Et cet esclavage tourne autour de quoi? Du salariat, des emplois sous-payés, le chômage, tout ça. Il dit que les violences sont assez nombreux. Pour lui, les Kunta sont peu. Et lui, il ne peut pas être violent. Il a décidé d'être Kunta. En quoi faisant? La méthode traditionnelle, il faut aller à l'école, obtenir le grand diplôme et obtenir un emploi. Il a mis ça de côté. Et le livre fétiche qui a déclenché, au deuxième point, la curiosité de Ricardo Kanyama, de Think and Grow Rich, autrement dit, réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. En lisant ce livre, il s'est dit, bon, tout est possible. Il a compris la notion de l'investissement, sinon de l'épargne. L'épargne ici, on n'a pas donné le montant qu'une personne pouvait gagner pour commencer par épargner. Pour son cas, il a commencé avec combien?
15 $. Vous qui avez Internet, convertissez pour aujourd'hui. C'est combien? Quelqu'un qui a Internet, il peut juste aller convertir le dollar en CFA pour la journée d'aujourd'hui, le dollar. 15 $, c'est combien? Imaginez-vous, 8415 francs. Il y a des gens parmi vous ici, si on va compter les 10 000, il y en a beaucoup en poche. Mais qui sont des violons. Oui, ils ne sont pas des contacts. Oui. Ils sont des violons. Les 10 000 là, ils sont prêts à inviter les amis, ils vont brûler ça et demain ils vont encore aller chercher l'autre. Donc Ricardo nous dit, ce n'est pas le montant qui est important, mais il faut être en mesure d'épargner. Prendre le 10%. Le 10%, on garde. En gardant le 10% des 15 $, il a mis combien de temps pour obtenir 50 $. Le 50 $, vous avez vu qu'il est passé directement à 400, s'il vous plaît. De 400, il est passé à 3500. De 3500, il est allé à 6500. De 6500, il a atteint 15 000 en une année. 15 000 $. Quelqu'un qui était à 15 $ passe à 15 000 $. Et il a souligné aussi un aspect très important de la richesse, elle est mentale. C'est quand lui, dans sa tête, en lisant Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, et en suivant le comportement de Kunta, il a mis une discipline et il a décidé d'aller de l'avant. Ce qui lui a permis d'atteindre ce niveau. Un piège à éviter. Ce n'est pas parce qu'il avait déjà 15 000 $ par rapport à 15 $, il n'a pas tout de suite accepté de changer de manière drastique sa vie. Il est resté égal à lui-même. En ayant déjà sa boutique, et c'est derrière sa même boutique qu'il vivait avec son épouse. Il avait la possibilité de s'acheter même des engins, de mener une vie luxueuse, mais il n'était pas dans le paraître. Il a accepté de vivre modestement et il continuait à développer jusqu'à ce qu'il avait 30 000 $ de chiffre d'affaires par an. Mais tout ce qu'il a fait, il a acheté sa première voiture, même si c'est une voiture de seconde main. Et ses amis qui étaient dans des emplois, qui avaient les 3 500 $ et autres, ont fait quoi? Ils se sont achetés des voitures même en dette pour juste montrer aux gens qu'ils sont arrivés. Quand lui, il a atteint ce montant de plus de 30 000 $, à 35 ans, il a déjà atteint le million de dollars. Eux, tout ce qu'ils avaient, c'est la maison, la voiture et leur emploi. Ils ne peuvent même pas décider de quitter la maison le lundi à 10 h. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il a gardé ce cap. Jusqu'à ce qu'il puisse atteindre un certain niveau et en un jour, il sait qu'enlever un tel montant, ça ne va plus l'impacter. Il est parti acheter 2 Jeeps américaines V8. Une pour lui, une pour son épouse. Il savait que le problème d'argent pour lui, c'est un dossier classique. Et derrière, qu'est-ce que Ricardo voulait encore attirer l'attention des Africains? Il faut comprendre que l'école classique ne nous montre pas le chemin de la richesse. On nous prépare simplement à être des bons employés. Comment comprendre que même ici, au Tchad, je connais un monsieur qui a fait du business de manière transparente, qui a atteint le milliard, qui a envoyé ses enfants étudier aussi dans des universités prestigieuses, mais qui vient quand même négocier pour qu'on paye à peine de 200-300 000 à ses enfants. Posez-vous des questions à ça. Quelqu'un qui est milliardaire, il a pris son temps pour envoyer ses enfants aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, partout. Ils ont étudié, ils sont rentrés, il a négocié pour qu'on puisse les intégrer et ensuite ils sont affectés dans les directions, dans l'administration publique. Mais c'est quand j'ai rencontré un de ces enfants, j'ai dit, finalement, je ne comprends plus rien.
Le papa lui-même est un fournisseur de l'État. C'est-à-dire, ce que l'État lui doit, c'est énorme. Mais vous, quand même, on négocie pour qu'on puisse vous réputer. Vous cherchez quoi faire? Donc, ceux-là, ils ne sont pas des Kunta, mais ils sont plutôt des lions. Comment comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dépenser des millions pour faire étudier ses enfants? Lui, il a de la liquidité. Mais tout ce qu'il peut faire pour eux, c'est de venir négocier à travers ses relations pour qu'ils aient juste un emploi, pour gagner une somme insignifiante. Ou ce qu'il a investi, même peut-être jusqu'à leur retraite, ils ne vont jamais avoir cet argent. Mais ils sont contents de le faire. C'est là où Ricardo nous dit que l'esclavage là, les chaînes là, il y en a. Elles ne sont pas visibles. Mais il y a des cerveaux, les chaînes là sont toujours là. Lui, il croit. Autre chose, c'est l'implication des enfants dans les affaires. Et sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec Ricardo. Est-ce que dans les villages, on en parlait de chômage, vous avez écouté? Non. Vous avez entendu parler de chômage? Puisque tu ne peux pas te passer les 10 ans, on va te laisser à la maison. Ça, il n'y en a pas. 10 ans, papa, maman sont au champ, tu es là avec eux. Comment on fait pour que la nourriture arrive à la maison là? Toi-même, tu connais? Tu portes même ta part en rentrant. Voilà, tu portes ta part en rentrant. Quelle période on doit aller déjà nettoyer les champs? Toi, tu connais. Ceux qui sont dans l'élevage, non. Ils passent entre les pattes des animaux là, comme si c'était des cousins. Moi, je me souviens, au village, le papa, c'était une exigence. L'école finie, tout le monde au village, nous on ne comprenait pas pourquoi. Pour nous, le papa nous faisait du mal. Dès lors où vous avez les bulletins, direction village, vous avez les 3 mois à passer. Nous, on s'en prenait à lui. Mais c'est aujourd'hui que je lui dis merci. Et qu'est-ce qui se passait? On partait. Le lait, ce n'était même pas une histoire où il fallait chercher un récipient. On discutait ça avec les veaux. C'était directement à la bouche. Oui. Donc le temps qu'on vient manger à la maison, ça, une partie est déjà réglée, même au champ. Et les jeunes étaient préparés. Ils participaient déjà à ça. Et quand vous avez 18 ans, on cherche à vous responsabiliser. En vous mariant une femme, la première année, vous travaillez encore avec les parents. Mais la deuxième année, on vous dit que ça, c'est votre champ. Vous avez une paire de bœufs, vous avez la charrue, vous avez ceci. Vous êtes autonome. Vous allez chômer comment? C'est pas possible. Maintenant, on nous a mis dans un système où le papa peut être battu à avoir cet emploi et nous, jusqu'à même 18 ans, tout ce qu'on peut faire, c'est sur la télé. Vous imaginez? Vous ne savez pas ce que le papa fait. Et le s'arrête, il ramasse, il vous dépose. Vous consommez ça. Vous ne savez pas comment il fait. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ça touche maintenant l'affaire de la gestion post-parentale. Celui qui vous a apporté ça, il est décédé. Personne à la maison ne sait ce que le papa faisait pour envoyer ça. Les problèmes vont commencer. Oui. Tout ce que vous aurez, c'est les conseils de famille, c'est les parents qui vont intervenir. On va décider tout de suite de liquider. Et vous revenez au point 0, sinon vous allez dégringoler. C'est vous qui serez des brigands dans la vie. Est-ce que c'est vraiment normal? Donc, en tant que parent, aujourd'hui, nous, au niveau de l'école, ce n'est pas seulement les grandes personnes. Aujourd'hui, nous sommes avec les grandes personnes, mais ce qu'on voudrait ajouter comme valeur, c'est que les plus petits, nous, on a besoin d'eux pour les inculquer déjà la notion de l'éducation financière. C'est ce qui n'est malheureusement pas enseigné dans nos écoles. Pour que les enfants puissent comprendre comment on cherche l'argent, comment on peut transmettre. Vous avez des gens qui ont bâti des sociétés, mais personne ne sait comment ça se gère. Aucun enfant n'est préparé. On fabrique par exemple
un produit agroalimentaire, mais personne, aucun enfant n'est préparé à ça, ni à la gestion, ni au processus, rien. Il a pris l'exemple d'un monsieur qui avait des fermes au village. Mais ces enfants, c'est les enfants gâtés de la ville là, ils sont là devant les écrans 52, ils vous donneront toutes les informations du monde, mais quand le papa est parti, il est question d'aller dans la ferme, puisque c'est la ferme qui générait de l'argent. Et personne n'était prêt. Ils ont préféré laisser la gestion aux gens. La malade, on va dire, les yeux de quelqu'un, ça te cherche malade. Non, les yeux de quelqu'un, ça te cherche malade. Au finish, les animaux sont partis, tout ce qui est plante aussi sont partis. Ils sont revenus au point zéro. Personne peut nous envoyer juste la dernière partie. Sinon, ce que je veux encore ajouter par rapport à ce livre, c'est le fait que Ricardo a souligné également un autre phénomène qui doit nous interpeller sur le moutonisme. Je pense que c'est quelle partie? 9e ou 10e? C'est le 9e? Voilà, le moutonisme. Dans ça, vous coupez, vous avez le mot mouton. On est d'accord? Donc, aujourd'hui, les gens pensent que le chemin emprunté par tout le monde là, c'est ça qui est normal. Personne ne remet cela en cause. Celui qui tente de faire autrement, même au sein de la famille, est définitivement haï, détesté. Mais vous qui avez ce savoir, qui avez cette connaissance, ne suivez pas les pas des autres. Comment comprendre que le grand frère est parti, il s'est tapé un master en histoire, celui le directeur de la télécommande au salon. Toi, tu obtiens ton bac cette année, tu dis que non, l'oncle est toujours là, donc il va t'inscrire en histoire. C'est ça le moutonisme. Comment tu vas aller faire la même chose? Pour paraphraser Einstein, il dit ceci: la folie pour lui, c'est faire la même chose et attendre le résultat. S'il vous plaît, réfléchissons un peu. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, coach. On va encore acclamer très très fort pour cette belle information. Merci. Et là, nous sommes à 15h20. C'est pas encore l'heure de la prière. D'accord. Ok. Et là, on va encore se frotter les mains pour encore acclamer. On va se frotter les mains. Voilà. On va acclamer très très fort pour une personne qui a dit: si ton téléphone, si tu n'arrives pas à gagner 100 000 francs avec ton téléphone par semaine, dépose et passe. Nous allons inviter ici coach Zem, s'il vous plaît. Très très fort. Encore et encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pris quelques notes, le temps que je retrouve. J'ai combien de minutes? D'accord. Alors, je voudrais commencer par demander à chacun d'entre vous de donner un tonnerre d'applaudissements pour mon très cher ami. Parce que ce que lui, il vient de nous transmettre ici, comme étant sa part de compréhension sur le résumé de ce livre, c'est toute une masterclass. Je ne sais pas pour vous pourquoi c'est gratuit pour vous, mais je ne comprends pas pourquoi il peut donner ça gratuitement. Parce que je suis convaincu à 1000% que 99% d'entre vous n'ont pas compris ce qu'il a dit.
C'est le docteur Patrick Ambé qui nous dit souvent il y a des informations que lorsqu'on vous transmet, ça passe par le pied. Ça prend avant d'arriver au cerveau. Et tant que ça arrive au cerveau, certainement, vous n'êtes même plus connecté à l'information. C'est pour ça que souvent il dit, vous allez finir de comprendre, vous rentrez à la maison, vous vous lavez, vous mangez, vous dormez. Le matin, vous revenez avant de comprendre ce qu'on a dit. Je dis, si nous, on avait reçu ce que vous recevez aujourd'hui, avant de nous lancer dans le monde des affaires, je ne suis pas sûr que nous, on serait ici en train de vous dire ce qu'on vous dit. Je ne suis pas sûr. Je vais prendre quelques exemples que j'ai pris. Le premier exemple, c'est justement le suivisme moutonnier. Je me suis marié en 2019 et j'ai dépensé environ 10 millions de francs pour mon mari. Et j'étais pauvre. J'étais très pauvre. Donc, une partie de l'argent, j'ai dû emprunter pour le faire. Et ça m'a pris environ 4 ou 5 ans pour rembourser cet argent. Donc, pendant les préparatifs du mariage, j'étais très stressé. Mon épouse aussi, tout le monde autour de moi était très stressé parce qu'on voulait réaliser quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inédit. Il ne faudrait pas qu'on oublie cet événement. Après le mariage, on était juste 2 personnes à être très stressés. Tous ceux qui avaient mangé, qui ont bu, n'étaient pas stressés autant que nous. On était très stressés. Le stress, c'était comment on rembourse donc les dettes. Et le plus grave stress, c'est comment réussit-on à manger maintenant à la maison avec les enfants. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui finit de dépenser, nourrir les gens, maintenant il rentre, il commence à réfléchir comment lui-même il va manger. Bon, l'objectif de tout ça, c'était quoi? Pour vous, l'objectif de tout ça, c'était quoi? Non, c'était d'impressionner les gens, montrer aux gens que moi aussi, j'ai la capacité, je peux. J'aime souvent dire que chacun va apprendre dans la douleur. C'est quand ça fait mal que tu commences à comprendre tout ce que les gens disaient. Et j'ai fait une vidéo dessus très récemment qui a fait plus de 500 000 vues sur Internet, dans lequel je disais que je regrette avoir dépensé autant pour me marier. Et en commentaire, les gens disent, voyez-moi un autre idiot, voyez-moi un autre salopard, il raconte quoi? Nous tous on va se marier, on va aussi faire ça. Donc tu finis de faire, maintenant tu viens dire que... C'est pour ça que je dis que chacun va donc apprendre dans la douleur. Parce qu'on vous dit maintenant, vous voyez que c'est parce qu'on a fait, on ne veut pas que vous fassiez. Non, c'est quand tu vas te retrouver dans cette situation que tu vas comprendre que ne fais pas parce que les autres ont fait. Moi, s'il m'était donné de reprendre, j'aurais pris mon épouse avec 2 personnes. On serait allé devant le maire, on aurait signé, on serait rentré à la maison. Et l'argent aurait permis de créer des entreprises et de faire fructifier ces entreprises. La deuxième chose, pour terminer, que je voudrais dire, c'est... Je ne sais pas pour vous, mais je connais un peu l'histoire de mon frère Bilanquet. Lui, il vient d'Europe. Il a mené ses études en Europe. Et après ses études, on lui a proposé un travail en tant qu'ingénieur en France. Je ne sais pas pour vous ce que vous comprenez quand on dit proposer un travail à quelqu'un au titre d'ingénieur en France. Il faut imaginer ce qu'il peut gagner. Non? Ce n'est pas quelqu'un qui est parti par route, qui est arrivé là-bas et il a commencé à chercher le travail. On connaît ce qu'ils font, non? On lave les corps, on nettoie les rues,
on lave les assiettes pendant que les autres mangent. Lui, c'est qu'on veut qu'il travaille comme ingénieur et consultant dans des entreprises. Vous savez quelle a été la réponse? Non, je veux rentrer au pays, je veux travailler pour l'Afrique. Donc, l'histoire ne s'arrête même pas là. Il arrive au pays, effectivement, il commence à lancer des projets, parmi lesquels cette école polytechnique, qui est d'ailleurs la seule dans son genre, qui forme des futurs entrepreneurs. Le programme scolaire là-bas est déconnecté de la réalité africaine francophone. Moi, je me pose souvent la question quand j'arrive là-bas de savoir pourquoi est-ce que les salles ne sont pas pleines au point où lui-même il a envie de construire d'autres salles. Je suis trop étonné de savoir comment est-ce que les gens ne partent pas là-bas faire des études. Même si vous avez un niveau d'études, vous pensez que vous allez le master là, partez dans cette école, vous allez vous rendre compte que vous n'avez même pas encore commencé à faire. Parce que l'école, ce n'est pas ce qu'on est en train de raconter. Moi aussi, j'ai fréquenté. Voilà. C'est en 2021, quand je commence le marketing relationnel, que je me rends compte que mes diplômes ne me serviront plus jamais à rien. Je dis bien plus jamais. Parce que j'ai un diplôme où je suis premier national. Le diplôme là, j'avais affiché ça derrière mon bureau quand j'étais employé. Quand j'ai quitté mon emploi, j'ai donné ce diplôme à quelqu'un parce qu'il voulait faire ses business avec. Je lui ai offert ça. Donc, c'est mon nom qui est sur ce dossier. Donc, il dit que c'est moi le responsable parce qu'il fallait un diplôme de cet acabit pour gérer son emploi. Je lui ai donné l'original, pas la parce que ça ne va plus jamais, je dis bien jamais, me servir à rien. Puisque ce que je gagne dans le business, c'est plus de 10 fois ce que je gagnais comme employé. Je vais donc aller faire quoi donc dans ces choses? Maintenant, lui, il rentre, il se dit, je vais ajouter de la valeur aux personnes qui sont autour de moi. Parce que l'école, ce n'est pas son domaine de prédilection. Lui, il serait en train de faire son métier d'ingénierie. Il serait en train de construire des bâtiments comme il sait bien le faire. L'école, c'est pourquoi? Non, pour renvoyer à la société ce que la société lui a donné. C'est ça le donner. Donner sans rien attendre en retour. Parce que s'il faut regarder le niveau de dépenses par rapport à ce qu'il gagne pour cette école, ce n'est pas le business qu'il fallait faire. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il ne s'arrête pas là. Il organise des événements comme ceux-ci pour transmettre ce qu'il connaît comme information, pour transmettre ce qu'il a lu dans les livres. Ça ne fait pas 2 ans qu'on se connaît. Non? Vous êtes étonnés. Mais quand lui et moi se retrouvent quelque part, vous avez l'impression qu'on est trop intime depuis très longtemps. Est-ce que vous voyez? Donc, la relation qui nous lie, c'est que chaque fois qu'il a un nouveau livre, il m'appelle. Mon cher, voici un bijou. Quand moi j'arrive à la bibliothèque, je lui fais appel vidéo, mon frère, je viens de tomber sur un truc là. Parce qu'on connaît ce qu'il y a dans la lecture. Et le club de lecture dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de ce qu'on est en train d'introduire dans votre mindset. Mais moi je dis que ça ne devrait pas être gratuit. Je suis sérieux, ça ne devrait pas être gratuit. Parce que chaque fois que c'est gratuit, on ne prend pas ça au sérieux. Je ne sais pas s'il y a des frais pour faire partie de l'école, du club de lecture. Il n'y en a pas, non. Il faut mettre des frais. Il faut mettre quelque chose de symbolique qui va créer le lien émotionnel entre la personne qui veut lire et l'école, et le club de lecture. Parce que sinon, ça va se passer comme ça. Pendant qu'on est en train de parler, les gens sortent, les gens entrent, les gens manipulent le téléphone et tout, parce qu'ils voient que c'est gratuit. C'est gratuit.
pourquoi est-ce qu'il était obligé, en tant qu'ingénieur, en tant que patron d'entreprise, en tant que patron d'école, de venir chaque dimanche laisser sa famille, venir chez vous au lieu de se reposer pour transmettre ce type d'informations? Pourquoi? Pourquoi? Bon, vous qui recevez l'information, qu'est-ce que vous en faites? Parce que si après 1 an, 2 ans, il se rend compte que vous êtes pareil, il va se fatiguer, c'est automatique, c'est l'être humain, c'est comme ça. Il va chercher à faire autre chose, en se disant que j'ai donné, même Dieu sait que j'ai donné. Maintenant, si je ne donne plus, il n'y aura personne qui va m'employer. Mais si après une séance, chacun d'entre vous repart, il retransmet l'information à d'autres personnes, qui aussi viennent grandissant, qui aussi transmettent l'information, et que lui voit que la salle se devient petite, il faut qu'on aille un peu plus grand. C'est le type de choses-là qui donne l'énergie à quelqu'un de continuer à donner. Parce que s'il donne, il se rend compte qu'on est de moins en moins nombreux, il comprend que ce qu'il donne n'a pas de valeur, il vaut mieux laisser. Qu'est-ce que nous allons donc faire pour pousser lui et les membres de son équipe à continuer à donner gratuitement, sans rien attendre en retour de vous? Pour finir, dans cette lecture, quelque chose que j'ai failli oublier, c'est la consommation intelligente. Je prends mon cas personnel. Je me suis lancé dans le business, dans la consommation intelligente. Donc, mon business consiste à consommer, à recommander les produits que je suis. C'est ce qui m'a amené au Tchad. Donc, quand Ricardo parle de consommation intelligente, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Le savon que vous utilisez, vous pouvez utiliser un autre type de savon pour vous gagner de l'argent. Le lait des toilettes, le dentifrice et tout ce que vous pouvez consommer pour la consommation quotidienne. Vous pouvez utiliser ça, ça vous donne de l'argent. Vous pouvez en parler autour de vous, vous gagnez de l'argent. C'est ce que je fais. C'est ça qu'on appelle le marketing de la semaine. Et quand vous lisez un livre, il faut absolument que vous tirez le bon parti et directement après l'avoir lu, vous passez à l'action immédiatement. C'est comme ça que moi je fais. Et c'est grâce à cette consommation intelligente que nous avons des Tchadiens qui vont aller étudier en Chine. Il était un témoin, c'était l'un de nos témoins du fait qu'on a offert une bourse d'études à quelqu'un qui va étudier pendant 4 ans en Chine. Parce qu'on fait de la consommation intelligente. Et le 23, on va venir offrir officiellement le visa à la personne. Il a obtenu son visa hier. Pour aller faire 4 ans d'études en Chine, juste parce qu'il fait de la consommation quotidienne et la consommation intelligente. Et il n'est pas seul. On aura 2 autres personnes qui auront en Chine, venant du Tchad, des personnes qui n'étaient jamais entrées dans l'aéroport, des personnes qui n'avaient jamais vu l'avion dans les yeux, face à face. Pourtant, l'aéroport est à côté, non, à quelques mètres. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous lisez des livres écrits par des personnes qui ont vécu, qui ont eux-mêmes réalisé ce qu'ils disent dans leurs livres, prenez ça très au sérieux. Prenez ça vraiment très au sérieux. Et si vous suivez le résumé et que vous n'avez pas lu le livre, vous n'allez pas comprendre la profondeur de ce qu'on est en train de dire. Après avoir écouté le résumé, repartez vers ce livre-là. Je suis sûr que dans le club de lecture, on met à disposition les livres. Vous repartez, vous prenez le livre, vous lisez. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp du club de lecture, battez-vous aujourd'hui pour être dans ce groupe, pour bénéficier de tout ce qu'on est en train de donner. Parce que les opportunités comme ceci, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Je vous remercie. Ok, merci. On acclame encore très très fort. Sans plus tarder, nous avons 10 minutes pour nos frères musulmans qui vont aller prier. Vous avez 10 minutes.
Merci.